Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Nouvelle-Aquitaine pour parler du diocèse d'Agen qui correspond aux limites du Lot-et-Garonne. Dans cette édition, on suivra le nouvel évêque du diocèse, Monseigneur Alexandre de Bussy, lors de l'une de ses visites pastorales. C'est à pied qu'il a voulu découvrir les 26 paroisses du diocèse, 2 jours par semaine. Et on découvrira Christophe et Adeline de Hautefeuille, agriculteurs pour l'un, engagés dans la pastorale pour l'autre. Ils témoignent de leur foi dans leur vie professionnelle et familiale et de leur volonté de vivre l'écologie intégrale au quotidien. Le Lot-et-Garonne est un département rural de Nouvelle-Aquitaine marqué par une mosaïque de paysages structurés par les larges vallées composées de vallons et de collines. L'agriculture est principalement maraîchère et fruitière. L'industrie pharmaceutique est une autre dominante industrielle au niveau local. La population est avant tout concentrée autour des 3 grandes villes du département, Agen, Villeneuve-sur-Lot et Marmande. Une population confrontée à un des niveaux de vie les plus faibles de la région, puisque près de 2 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Pour parler du diocèse d'Agen, je reçois pour la première fois celui qui est son évêque depuis un peu plus d'1 an, Monseigneur Alexandre de Bussy. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Je disais, vous le fréquentez comme évêque pour la première fois. Je viens de présenter le Lot-et-Garonne. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter justement ce diocèse d'Agen ? Pour moi, le Lot-et-Garonne, c'est plusieurs facettes. C'est d'abord à l'origine de la communauté chrétienne, une jeune fille, Sainte-Foy, qui est morte martyre au tout début du IVe siècle. On sait très peu de choses sur Sainte-Foy. Les premiers martyrologes du Ve siècle disent le 6 octobre, donc très bientôt, dans la ville d'Agen, la naissance au ciel de Sainte-Foy, vierge et martyre. On sait qu'au cours du Ve siècle, Saint Dulcide, un de mes prédécesseurs, a construit une église sur le tombeau de Sainte-Foy. C'est dire quand même l'importance de cette figure féminine, de cette figure chrétienne du Lot-et-Garonne. Et puis, la Passion de Sainte-Foy, qui a été sans doute rédigée à la fin du Ve siècle, mais remaniée au IXe siècle, nous permet de découvrir cette figure d'une juvenis, comme dit le texte latin, une jeune fille, 12 ans, qui a donné sa vie pour le Christ et qui a cette très belle réponse à celui qui l'interroge juste avant sa passion, qui lui dit « Quel est ton nom ?» Elle dit « Je m'appelle Foi, c'est mon nom et c'est toute ma vie. » Voilà, fides, la confiance humaine, mais fides aussi l'instrument de musique, parce qu'elle a embelli sa vie par le témoignage de sa foi, et fides, la foi en Jésus-Christ, qu'elle a confessé jusqu'au don de sa vie. Et c'est beau de se dire que le premier de cordée du peuple de Dieu qui est dans le Lot-et-Garonne, eh bien c'est une toute jeune fille, 12 ans, qui a donné sa vie pour le Christ et qui, voilà, comme vous savez, la fameuse petite fille Espérance du poème de Charles Péguy, entraîne ses grandes sœurs et nous entraîne à témoigner. Et je pense en fait, à travers Sainte-Foy, à tous ces catéchumènes qui sont de plus en plus nombreux et souvent assez jeunes dans notre diocèse et qui, eux aussi, nous entraînent. Et c'est la deuxième facette que je voudrais partager du diocèse d'Agen et de ce territoire du Lot-et-Garonne. C'est en effet une explosion des demandes de baptême, de jeunes, d'adultes. Ils étaient une vingtaine d'adultes à être baptisés il y a 2 ans. Ils seront 80 cette année et on sait qu'ils vont être encore plus nombreux. Et donc il y a une soif de Dieu énorme dans le Lot-et-Garonne que j'ai pu aussi découvrir en accompagnant les jeunes
au jubilé des jubilé des jeunes à Rome cet été. Oui. Au début de cette émission, justement, pour ceux qui vous découvrent, Monseigneur Alexandre de Bussy, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Vous avez été ordonné évêque d'Agen le 1er septembre 2024, il y a presque un an pile. Vous êtes membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Vous êtes né en 1970 à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, ordonné prêtre en 1997 pour le diocèse de Versailles. Parmi toutes vos missions, bien sûr, je mentionne, on y reviendra, votre mission comme prêtre fidei donum au Mali de 2010 à 2016. Et vous étiez mis à disposition du diocèse de Pontoise de 2016 à 2024 quand le pape vous a appelé pour devenir évêque. Vous avez choisi comme devise épiscopale cette phrase qui vient du rituel de l'ordination: vivez ce que vous célébrez. Je voudrais juste commencer par quelque chose qui est connu de ceux qui ont déjà eu votre biographie, mais peut-être pour ceux qui nous regardent, on peut y revenir quelques instants. Vous avez été pendant 6 ans prêtre fidei donum dans le centre du Mali, de 2010 à 2016. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris, mais plus précisément, comment est-ce qu'elle nourrit aujourd'hui votre mission, votre charge d'évêque ? Ça a été une mission extraordinaire que j'ai pu vivre au Mali. Ce désir d'aller servir d'autres peuples que celui dans lequel j'ai grandi m'a toujours habité et peut-être m'a habité depuis ma formation au séminaire de Rome, où j'ai pu rencontrer l'Église universelle et où je me suis ouvert vraiment à toutes les réalités ecclésiales du monde entier. Donc il y a eu ce désir qui est né d'aller rencontrer les autres différents de moi. Donc, quand j'ai commencé mon ministère dans les Yvelines, j'étais à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré. J'ai été curé de Sartrouville. Et donc j'ai découvert un milieu populaire, le milieu des cités, qui m'a enthousiasmé. Et ce désir, c'est vrai, de partir en Afrique, m'habitait depuis Rome. Et je lui dois beaucoup. C'est-à-dire cette capacité, en fait, à découvrir ce que les autres vivent et à m'enrichir de leurs témoignages. Et je m'enrichis beaucoup de cette manière de vivre d'Église au Mali. Oui. Justement, de février à juillet dernier, vous avez pu et voulu découvrir le Lot-et-Garonne et ses habitants à travers des visites pastorales, bien sûr, mais l'occasion d'aller à la rencontre des catholiques, de manifester la proximité de l'Église avec tous les habitants du département, chrétiens ou non, mais surtout, vous avez souhaité qu'elle prenne la forme de visitation, environ 2 jours par semaine, en parcourant à pied les 26 paroisses du diocèse. Ophélie Marien vous a suivi pendant la dernière de ces visites pastorales dans la paroisse Saint-Bernadette en Brulois, entre Sainte-Colombe-en-Brulois et Sérignac. Ce matin, plusieurs paroissiens de Sainte-Bernadette en Brulois ont enfilé leurs chaussures de marche. Car aujourd'hui, ils accueillent leur évêque, qui parcourt le Lot-et-Garonne à pied depuis 5 mois pour ses visites pastorales. Notre évêque a entamé ce mouvement de marcheurs, finalement. C'est-à-dire, ça veut peut-être dire que toutes les paroisses, et la nôtre notamment, est en mouvement. Et donc la bonne façon de montrer un mouvement, c'est de le pratiquer. C'est vrai qu'on a une paroisse très vieillissante et on s'est dit quand même que tous ceux qui pouvaient marcher, il fallait qu'ils viennent entourer notre évêque. En marchant, on ne parle pas seulement de foi, mais aussi du quotidien. Je passe mes vacances à chercher les champignons. Ah oui, mais il y a quelques coins ici qui tiennent la route. Il faudra me donner les coins de girolles. Dans mes bois. Ces visites pastorales permettent de découvrir un territoire, mais surtout ceux qui l'habitent. On voit l'évêque et puis on apprend à le connaître, c'est quand même important. Il se renseigne sur nous, il s'intéresse à nous, quoi. C'est pas plus. Moi je trouve que c'est très bien. On peut s'attiser des liens, comme on dit. Arrivés à Sérignac, les marcheurs et leur évêque montent dans le clocher tors de l'église, une particularité architecturale unique dans le diocèse. Bernadette, elle s'appelle Bernadette, celle-là. Ça, c'est Notre-Dame de Sérignac, Bernadette. Ces visitations témoignent également de la proximité de l'Église avec tous. L'évêque rencontre ainsi les aînés. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que si je suis prêtre, donc si je suis face à vous, c'est que c'est ma grand-mère qui a compté dans ma vie et qui m'a transmis sa foi. Puis les adolescents inscrits à l'aumônerie qui lui présentent un projet original,
créer une chapelle dédiée au basket. C'est super, hein. Moi je veux la bénir tout de suite, cette chapelle. On a choisi ce sport parce que plusieurs d'entre nous ont fait ou font actuellement du basket. Moi je trouve que le fait que l'évêque partage ce moment avec nous, ça veut dire qu'il s'intéresse à la paroisse et que genre il s'intéresse à nos projets, quoi. Du coup c'est bien. Ghislaine, qui s'occupe entre autres de l'aumônerie, est très fière du petit groupe qu'elle accompagne. Même si c'est un territoire où on n'a pas de collège, donc où on n'arrive pas à conserver les jeunes après le primaire, voilà, j'ai vu que quelques jeunes étaient intéressés pour porter des projets et ça, ça vaut tout l'or du monde. Ces visites pastorales permettent d'une part à l'évêque de mieux connaître son diocèse et ses habitants et d'autre part de remobiliser tous les fidèles engagés dans leur paroisse. On l'a vu, en quelques jours, vous pouvez rencontrer toute la variété d'un territoire. Qu'est-ce que ces visites à pied, vous qui êtes un adepte de la randonnée, vous ont permis de découvrir de la vie des paroisses du Lot-et-Garonne ? Ça a été une expérience de proximité extraordinaire. J'ai parcouru 330 km à travers tout le Lot-et-Garonne. Donc pas trop d'ampoules, ça va ? Non, ça a été. Et j'ai pu rencontrer énormément de réalités humaines, des agriculteurs, des viticulteurs, des chefs d'entreprise, des associations, des élus, des hôpitaux, des maisons de retraite. J'ai marché avec énormément de personnes, à la fois des fidèles, mais aussi des gens du 2e, voire du 3e siècle. Certaines associations de randonneurs ont fait une partie du chemin avec moi. Et véritablement, il y a eu une amitié qui est née, en fait, entre nous. Certains élus, même, m'ont dit... mais en fait, le préfet devrait faire comme vous pour découvrir le territoire. Il le fait d'une certaine manière, parce qu'il fait énormément d'inaugurations. Mais voilà, une amitié très forte, qui permet de s'enraciner tout de suite et d'essayer de construire justement avec ces personnes un projet pastoral. Peut-être justement un des points que vous avez touché du doigt à travers ces visites, c'est la façon dont l'isolement gagne parfois une partie des habitants avec un habitat dispersé, notamment dans le rural. Comment est-ce que les communautés paroissiales, selon vous, peuvent contribuer à faire grandir ces liens humains ? Oui, c'est vrai. Au cours d'une marche, j'ai rencontré le maire de Moirax qui m'a dit ce chiffre d'une étude qui venait d'être réalisée sur le Lot-et-Garonne avec pratiquement 40% des logements qui sont habités par une seule personne dans le Lot-et-Garonne. Et ce chiffre augmente pour l'arrondissement d'Agen avec pratiquement 60% de logements qui sont habités par une seule personne, avec des drames qui sont arrivés encore cet été de personnes décédées, mais que l'on a retrouvées pratiquement 2 ans après leur décès. Donc il y a en effet un isolement avec tous ces drames qui peuvent arriver. Et donc je pense que c'est sûr que l'État essaye d'apporter une solution, mais que nous, les communautés chrétiennes, nous devons recevoir c'est comme un appel du Christ à retisser du lien humain là où nous sommes. Est-ce que la mise en place de fraternités missionnaires, ça peut être une forme de réponse à cet isolement ? Bien sûr, oui, bien sûr. Il peut y avoir en effet la création de petites fraternités qui peuvent être locales, autour d'un village ou autour d'un secteur ou autour aussi de tranches d'âge qui vont permettre aux chrétiens de vivre leur foi de manière plus proche et de pouvoir aussi tisser une vie fraternelle avec leurs voisins et en plus en essayant d'être un peu missionnaire, en essayant d'appeler des personnes pour leur partager aussi ce trésor de la foi qui habite leur cœur. Cette dimension missionnaire, elle fait partie du quotidien de certains des catholiques engagés dans le diocèse, puisqu'il y a eu un congrès mission local à Agen l'année dernière. Il y aura une délégation qui ira à Paris-Bercy cette année. Ça montre le désir d'évangéliser, y compris des aînés. Exactement. Il y a en effet
un dynamisme très important en fait dans le diocèse d'Agen. Nous avons des forces qui sont les nôtres, avec une certaine forme de fragilité, parce qu'on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, certaines personnes vieillissent, le nombre d'engagés diminue un petit peu, mais avec ceux qui sont là, il y a vraiment le désir de partager notre foi. On l'a vécu, c'est vrai, à travers ce très beau congrès mission local dans la paroisse du Passage d'Agen, de l'autre côté de Garonne, par rapport à Agen, où on a pu réunir énormément de délégués pastoraux, de chrétiens, pour partager sur toutes les initiatives missionnaires qui existent. Ouais. Je vous propose maintenant de prendre la direction de Sambas, au cœur de l'aire de l'indication géographique protégée Pruneaux d'Agen. Nous allons à la rencontre de Christophe de Hautefeuille, producteur de céréales, mais aussi de prunes d'Ante, qui deviendront ensuite ces fameux pruneaux d'Agen. Son épouse Adeline, qui n'est pas issue du monde agricole, a pris de multiples engagements, en particulier dans la pastorale familiale du diocèse d'Agen. Ses parents de 6 enfants témoignent de la place de la foi dans leur vie professionnelle et familiale et de leur volonté de vivre l'écologie intégrale au quotidien. Je m'appelle Christophe d'Hautefeuille, marié avec Adeline. Je suis producteur de pruneaux et de céréales. Le Seigneur nous a donné une nature qui est belle, que l'on respecte, et depuis quelques années, donc j'ai toujours voulu respecter cette nature et la transmettre à nos enfants plus tard. Donc je suis passé en agriculture biologique pour cela aussi, en partie. Donc là, on est 1 mois et demi avant la récolte. Les prunes sont... donc voilà, la floraison s'est bien passée. Ça m'arrive de prendre du temps, de faire oraison au milieu de mes vergers, et pour rendre grâce de ce que le Seigneur veut bien nous offre, nous donne, et aussi de confier les journées, les périodes difficiles à venir. On a des gels, on a des sécheresses, on a de la grêle aussi. En 5 à 7 minutes, vous perdez une année de travail, une année de revenus. Peu à peu, ça apprend, et c'était pas mon fort, l'abandon. Au niveau des engagements que l'on a, nous sommes ensemble à la préparation au mariage. Et puis moi, je fais partie avec la pastorale familiale d'une équipe à la prévention des abus sur les personnes vulnérables au sein de l'Église. Je pense qu'il y a un lien très fort en fait avec l'écologie intégrale, tant au niveau de l'agriculture que de cet engagement qu'on a pris au niveau familial. Le respect de la nature et le respect de l'homme dans son intégralité et dans son intégrité. Dans un diocèse aussi rural que le vôtre, la question justement de la cohérence de vie et de l'écologie intégrale, elle fait partie du quotidien des agriculteurs. Vous avez voulu vous-même proposer un jubilé des agriculteurs en février dernier. C'était sur la commune de Pennes d'Agenais, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce que vous avez organisé ce jubilé? Qu'est-ce que vous voulez proposer aux agriculteurs du Lot-et-Garonne? Ça a été une volonté dès le départ, d'ailleurs partagée avec l'ensemble du conseil épiscopal, de pouvoir réunir l'ensemble des agriculteurs pendant ce jubilé de l'espérance bien nommé, parce que c'est vrai que le monde agricole est parfois montré du doigt, on critique, notamment parfois dans les médias, les agriculteurs en les stigmatisant, en disant que voilà, avec un certain nombre de produits, ils ne produisent pas forcément toujours des produits de bonne qualité. Et donc, moi, j'ai voulu aller les rencontrer, d'abord parce qu'ils forment une grande partie de mon diocèse, que ce soit les agriculteurs ou tous ceux qui travaillent proches des agriculteurs. Donc, nous les avons réunis, c'est vrai, au mois de février, et ça a été une rencontre extraordinaire. Extraordinaire parce que en fait, ils avaient le sentiment, en effet, qu'ils étaient enfin reconnus. Et ça a été assez émouvant parce que la rencontre devait commencer par un temps où chacun disait un petit peu ce qu'il habitait en arrivant à cette rencontre. Et ce temps, en fait, au lieu de durer 20 minutes ou 25 minutes comme c'était prévu, en fait, a duré 1h30. Et chacun a pu exprimer à la fois ses difficultés, mais aussi ses joies. Et cette joie, en effet,
d'avoir été invité personnellement. On avait fait des petits cartons avec le service de la communication pour inviter chacun personnellement. Et voilà, ils ont dit comment ils ont été touchés. Même l'un d'entre eux qui a reçu cette invitation l'a montré à son père, un vieil agriculteur qui a dit « Oh là là, mais ça c'est un miracle, si l'évêque passe, il faut y aller ». Et donc, voilà, une très très grande joie de se retrouver. Et ensuite, de fait, ils ont pu dire aussi tout leur motif d'espérance. Ouais. On a vu dans le reportage tout à l'heure la volonté des jeunes, des adolescents de faire vivre leur territoire, de proposer des initiatives. Mais il y a aussi la possibilité de développer une pastorale d'étudiants autour d'Agen ou de Villeneuve-sur-Lot. Ce n'est pas forcément une réalité à laquelle on pense quand on réfléchit au Lot-et-Garonne. C'est vrai, hein, ce n'est pas forcément une réalité auquel on pense tout de suite. Mais il faut savoir en fait qu'à Agen, en effet, et d'ailleurs aussi à Villeneuve-sur-Lot, en fait, il y a un campus universitaire. Comment est-ce que vous voulez vous saisir de cette réalité ? C'est important hein, parce que à Agen en particulier, il y a pratiquement 2000 étudiants sur ce campus universitaire qui est en fait une antenne de l'université de Bordeaux. Il y a également l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire, avec tous les métiers de la prison, depuis le gardien jusqu'au directeur. Et donc, c'est 6000 apprenants qui passent chaque année dans cette école. Et donc, il faut être à l'écoute voilà, de tous ces jeunes qui passent et parmi lesquels il y a de nombreuses demandes de baptême. Donc il y a une petite aumônerie des étudiants qui a été montée. Il y a des groupes de jeunes étudiants, de jeunes professionnels à Agen, mais également à Villeneuve et ailleurs, dans d'autres paroisses. Et ce qui fait qu'en effet, ils étaient très nombreux pour le jubilé des jeunes cet été. Oui. À Rome. Je vous propose maintenant, Monseigneur Alexandre de Bussy, de parler des questions de terrain. Et on commence avec une question de Bernadette, qui est retraitée et qui habite Agen. Dernièrement, je me suis installée dans une résidence pour seniors. Je voudrais vous poser la question suivante. Quels sont les projets novateurs pour les aînés, pour l'Église surtout, dans le cadre de l'année jubilaire ? Très bonne question. Hein. La place des aînés, elle est essentielle dans la vie d'un diocèse. Personnellement, j'aime bien rappeler ce témoignage que j'ai reçu lorsque j'étais tout petit, louveteau, et que je suis allé au monastère de la Trappe, à Soligny-la-Trappe. En visitant l'abbaye, le frère a terminé par l'infirmerie. Et il nous a montré ce bâtiment et il nous a dit, voyez ici, vivent ceux qui portent la vie du monastère. Voilà, ils étaient alités, ils ne pouvaient plus forcément s'occuper de la ferme ou aller même prier dans l'abbatiale. Mais par leur vie donnée, ils portaient la vie de l'abbaye. Eh bien, voilà, les aînés dans nos diocèses portent par toute leur vie de témoignages de la foi et leur fidélité, ils portent voilà, notre diocèse et notre mission. Ensuite, moi, j'invite aussi les paroisses à être attentifs, en effet, à toutes ces personnes qui se sont souvent données énormément pour le diocèse et voilà, au moment où ils ont peut-être le plus besoin voilà, d'être accompagnés et qu'ils ne peuvent plus forcément se déplacer, comme cette personne, ils sont un peu oubliés. Donc je demande en effet à chaque paroisse vraiment de veiller à accompagner toutes ces personnes. Et je sais, et je suis très heureux que dans pratiquement un très grand nombre de maisons de retraite du diocèse, il y ait la messe chaque mois au moins, mais qu'il y ait aussi des visiteurs avec le service évangélique des malades. Et donc voilà, je veille à ce qu'il y ait ce double lien, à la fois que les personnes âgées portent par leur prière le diocèse, mais qu'on soit attentif à eux. On a une autre question plus personnelle d'Yves qui habite Sainte-Colombe-en-Brulois.
Bonjour Monseigneur, nous sommes très heureux de vous accueillir dans le diocèse d'Agen. Auriez-vous la gentillesse de nous informer, nous dire comment vous avez vécu votre arrivée dans le diocèse à titre personnel et au titre de votre pastorale? Merci beaucoup. Alors j'ai été excessivement bien accueilli. Moi j'ai été impressionné quand je suis arrivé. J'ai découvert que en fait, le diocèse d'Agen, depuis 1 an, depuis que Monseigneur Herbreteau avait donc remis sa charge et donc avait quitté le diocèse d'Agen. En fait, depuis 1 an, il priait chaque jour, chaque dimanche, dans l'attente d'un nouveau pasteur. Et donc vraiment, je leur ai dit, moi je suis né de votre prière, je suis porté par votre prière. Ensuite, il y a une qualité d'accueil dans le Lot-et-Garonne qui est extraordinaire. C'est une terre d'accueil, le Lot-et-Garonne, depuis toujours. Il y a une très forte communauté italienne, espagnole, beaucoup de pieds noirs et beaucoup d'autres peuples là, qui sont arrivés et qui se sont brassés avec ceux qui étaient là depuis très longtemps. Donc il y a cette facilité d'accueil. Et voilà, pratiquement 4 jours après mon ordination, voilà, j'étais invité dans les familles et même j'ai été invité très rapidement au stade d'Agen, puisque vraiment. Donc l'inculturation est complète alors. Voilà, c'est ça. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monseigneur Alexandre de Bussy, d'être venu pour la première fois sur le plateau de la vie des diocèses. J'indique à tous ceux qui nous suivent que pour en savoir plus sur le diocèse d'Agen, bien sûr, rendez-vous sur le site internet diocèse47.fr. Cette émission est à revoir sur ktotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.